Bienvenue dans Mediarama, le podcast qui explore la galaxie des médias. Ici, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui façonnent les contenus, les usages et les stratégies de demain. Je suis François Desfossés, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Nous accompagnons les médias dans leur transformation digitale. Contactez-moi sur mediarama@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouvel épisode de Mediarama, je vous propose d'écouter la première table ronde que j'ai eu le plaisir d'animer à l'occasion du premier festival de la newsletter organisé par My Little Paris lors de cette 4e édition déjà du festival Média en scène. Média en scène, c'est un festival international pour imaginer les médias de demain, proposé par Les Échos et France Info, pendant lequel toute la galaxie média se réunit pour débattre et échanger autour de ses futurs enjeux. Avec Rebecca Amselem, fondatrice des Glorieuses, Anne-Flore Chapelier, cofondatrice de My Little Paris, et Ezequiel Zera, journaliste et fondateur de Pomelo, on a parlé du modèle publicitaire pour les newsletters. D'ailleurs, pour avoir une vision complète du modèle économique des newsletters, vous pourrez écouter la 2e table ronde consacrée à l'abonnement dans le prochain épisode de Mediarama. Merci à Média en scène et à My Little Paris pour l'invitation, et bonne écoute. Donc je suis François Desfossés, je suis cofondateur de Cosa Vostra et l'animateur du podcast Mediarama. Et donc je vais avoir le plaisir d'animer cette table ronde avec un panel de haut vol. Je vous présente rapidement, puis je vous laisserai la parole après que vous puissiez en dire un petit peu plus, notamment sur vos newsletters. Anne-Flore Chapelier, donc tu es la cofondatrice et directrice générale de My Little Paris. Rebecca Amselem, donc fondatrice de Gloria Media, notamment de la newsletter Les Glorieuses, et Ezequiel Zera, qui est donc le créateur de la newsletter Pomelo. Donc 3 profils vraiment différents. Vous connaissez bien les médias, des parcours d'entrepreneurs. Est-ce que je peux vous demander en 1 minute chacun de présenter un peu alors, votre parcours, mais notamment les newsletters que vous représentez aujourd'hui? Comme on l'a dit, on est sur le modèle publicitaire, donc il y aura une petite particularité avec Ezequiel qui a une newsletter payante, mais on y reviendra, c'est quand même intéressant de l'avoir à cette table. Dans l'ordre, je te laisse la parole, Anne-Flore. Nous, chez My Little Paris, on s'est lancé dans les newsletters il y a très longtemps, en 2008, et ça reste notre cœur de métier 13 ans plus tard. On a une dizaine de médias et tous sont sur newsletter, entre autres. Évidemment, c'est développé sur d'autres formats, mais ça commence toujours sur la newsletter et on y revient. Quand on a lancé ça en 2008, c'était vraiment un format qui était assimilé à du spam, c'est-à-dire que c'était assez mal fait. Le seul but du newsletter était d'emmener ailleurs sur une autre plateforme. Il y avait 50 clics possibles. Et la pub dessus était très mal faite aussi. En gros, c'était des bannières adaptées du print qui, au mieux, scintillaient ou s'agitaient sur le côté de la lecture et c'est tout. Donc, on a vraiment essayé de réinvestir ce média à l'époque en faisant du contenu de qualité dessus et du contenu publicitaire de qualité dessus. Je pense qu'on y reviendra, mais aujourd'hui c'est plus répandu, mais à l'époque ça ne l'était pas. Ça ne l'était pas. Donc clairement aujourd'hui le modèle publicitaire dont on va parler, c'est pas de la bannière. On y reviendra dessus, mais c'est important de le préciser. Merci Anne-Flore. Rebecca ? Oui, alors moi j'ai lancé Les Glorieuses, donc qui est la première newsletter de Gloria Media en 2015. Et encore en 2015, les newsletters étaient considérés comme des spams. Et les gens disaient ah non vraiment, tu vas pas lancer une newsletter, c'est quand même hyper gênant. Moi j'essaye juste de me désinscrire de newsletter, sauf de My Little Paris, qui était du coup l'exemple qui était revenu tout le temps. Et là on est 6 ans plus tard, et c'est quand même la première fois en France qu'il y a un festival dédié au médium de la newsletter et qui est organisé par Bravo My Little Paris. Notre mère à tous. Exactement, le modèle à suivre. Donc merci. Et ça participe en fait effectivement à la légitimité de ce format, quoi. Et c'était pas le cas avant 2021. Non, exactement. Et donc vous n'avez pas que les Glorieuses chez Gloria Media. Ouais. Il y a ici donc les petites Glo. Oui, on a les petites Glo qui est pour les adolescentes. Et toute une verticale sur l'économie. Exactement. Et une autre verticale sur la politique qui s'appelle Impact, sur les mobilisations féministes. Et ces 2 dernières newsletters existent à la fois en français et en anglais. Et en tout, on a 220 000 abonnés aux différentes newsletters. Et que des newsletters gratuites.
Que des newsletters gratuites, effectivement. Merci Rebecca, on y reviendra. Ézéchiel, enfin, donc fondateur de Pomelo. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Pomelo? Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, c'est une newsletter qui traite de l'actualité de la food, comme on dit, hein, ça fait toujours mieux de dire de la nourriture. Et c'est vrai que c'est une des thématiques qui marche particulièrement bien dans les newsletters, globalement dans les médias. Tu peux nous raconter un peu la genèse? Oui, avec plaisir. Donc du coup, Pomelo, c'est une newsletter que j'ai créée en fin août 2019. Donc ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et l'idée, c'était de se dire, moi je suis journaliste gastronomique depuis 8 ans. Et je trouvais que dans la presse, genre de la presse pro, food, et je trouvais qu'il manquait des sujets un peu fun. C'est toujours un peu traité de la même chose, c'est très corpo. Et donc du coup, Pomelo, l'idée, donc, c'est une newsletter qui arrive tous les dimanches en fin de journée, dimanche soir, et qui traite l'actualité gastronomique différemment. À chaque fois, c'est un grand sujet et plein de petites actualités qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, parce qu'il y a une grosse veille dans plein de médias anglo-saxons qu'on ne trouve pas beaucoup dans les journaux français. Et après, les gros sujets, c'est des trucs très différents. Je fais un dossier sur les toilettes de restaurants, en interrogeant les inspecteurs du guide Michelin anonymes pour qu'ils me racontent un peu leur retour sur expérience là-dessus. Quand Top Chef arrive, je me suis dit, Top Chef, c'est une émission sur M6 que tout le monde connaît, qu'est-ce que je peux faire de différent? Une longue interview je crois que c'est 15 000 signes, du bonhomme qui imagine la mécanique des épreuves de l'émission, pour qu'il me parle un petit peu des coulisses. Donc voilà, c'est ça, Pomelo, c'est l'actualité food un peu différente. Et c'est une newsletter B2C, c'est pas une newsletter professionnelle? Alors c'est une newsletter qui, à la base, s'adressait aux professionnels, qui aujourd'hui intéresse aussi des foodies, donc du grand public. Donc il y a 5200 abonnés au total. Et il y a 1 an, je suis passé au modèle semi-payant, du coup, sur Pomelo. Alors tu peux peut-être justement, parce qu'on parle de ça, puisque l'intitulé de cette table ronde, on le disait, c'est le modèle publicitaire. Donc on aurait pu imaginer que ce soit des newsletters gratuites qui se financent par la publicité. Toi, tu as fait quand même le choix de passer au payant, mais malgré tout, tu es autour de cette table parce que tu parles de semi-gratuit et tu utilises aussi la publicité. Alors tu as précisé, encore une fois, publicité, c'est pas de la bannière, mais tu as aussi un modèle comme ça de sponsoring. Pour dire le mot, on parle aujourd'hui plutôt de sponsoring. Exactement. En fait, moi, mon métier, c'est avant tout le contenu. Et aller chercher des partenaires et négocier avec eux, c'est un autre métier que je fais aussi, du coup, au sein de Pomelo. Mais c'était de se dire, voilà, mon métier principal, c'est créer des contenus différents. Et donc, effectivement, il y a 1 an, en novembre 2020, je suis passé en payant à partir de 5 € par mois. Quasiment tout le monde est abonné à l'année. Et aujourd'hui, c'est 50 000 € de CA sur la partie abonnement payant. Ok, donc c'est rentable. Donc c'est rentable. C'est rentable. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a comme 3 tailles de médias un peu différentes et donc des tailles de communautés un peu variées. Donc aujourd'hui, la première question elle était vraiment sur la stratégie de contenu, puisque donc vous avez cette stratégie, je disais, de sponsoring, donc des campagnes publicitaires avec des annonceurs. Comment est-ce que vous mettez en avant en fait la stratégie de contenu par rapport aux campagnes publicitaires? Qu'est-ce qui vient avant? Alors la question peut-être pour illustrer, c'est sur la food, toi Ézéchiel, est-ce que tu sais que tu avais des annonceurs et tu vas aller faire du contenu sur ce type de sujet, ou est-ce que c'est l'inverse? Comment est-ce que l'un infuse sur l'autre? On peut partir de toi Ézéchiel, tu diras, puis on remontera sur la communauté du coup. Non, vraiment la stratégie de contenu versus, les communautés sont variées. La stratégie de contenu et les campagnes publicitaires. Qu'est-ce qui prime par rapport à l'autre? Lequel vient en premier? Les contenus, toujours. Toujours. Donc, est-ce que tu peux l'illustrer peut-être par quel type de campagne toi tu fais, avec quel type d'annonceur et comment ça se met en marche? Alors moi je me suis dit, c'est chouette du coup d'avoir des annonceurs, surtout quand j'avais encore pas beaucoup d'abonnés payants. Par contre je veux pas faire de la bannière, parce que j'y crois pas beaucoup, en tout cas dans sa forme telle qu'on l'a en tête, assez classique. Donc en fait j'ai cherché dans la liste des abonnés, parce qu'il y a beaucoup de professionnels, et je me rends compte qu'il y avait il y a plein de gens que je pouvais aller voir, notamment Ruinart. Et donc on a imaginé avec Ruinart une mini-série en 4 épisodes. Et j'aurais dit voilà, vous me dites ce que vous avez envie de promouvoir, et moi derrière j'imagine un format spécifique qui marche avec Pomelo, et qui soit suffisamment sexy. C'est pas juste qu'il marche avec la newsletter, c'est qu'il soit suffisamment sexy que les gens puissent le lire et envie de le lire, même si c'est un contenu publicitaire. Et c'est comme ça que ça s'est lancé.
Ok. Rebecca, toi, sur également modèle de sponsoring avec des annonceurs, c'est ce qui finance Gloria Media aujourd'hui. Comment est-ce que vous choisissez quelque part vos annonceurs par rapport à votre ligne éditoriale, votre stratégie de contenu ? Alors le sponsoring ne finance pas l'intégralité de Gloria Media, ça correspond à peu près à 60% du modèle économique. Ensuite, il y a le club des Glorieuses avec donc un abonnement payant qui permet d'accéder aux événements qu'on organise une fois par mois, où il y a un certain nombre il y a 380 personnes qui font partie du club, donc ça correspond à un chiffre d'affaires conséquent de l'entreprise. Et après, on fait aussi de la production de newsletters en marque blanche, et donc on accompagne des médias dans le développement de leur propre newsletter. Donc le sponsoring, en fait, c'est une partie en fait, qui a vocation aussi à diminuer d'année en année. Ça nous permet de faire un boost, mais ça n'a pas forcément vocation à rester. Donc ça, c'est intéressant. Peut-être on y reviendra tout à l'heure sur effectivement la part. Mais aujourd'hui, donc dans le choix des annonceurs, par rapport à votre stratégie de contenu, qu'est-ce qui prime, lequel infuse sur l'autre, dans quel sens? Forcément, tu vas me dire les contenus, mais derrière, c'est le choix un peu des annonceurs. Comment il se fait par rapport à votre stratégie éditoriale? Le choix des annonceurs, franchement, c'est des gens qui nous envoient des emails. Hein. C'est pas une stratégie complètement... Il n'y a pas de prospection, il n'y a pas de proactivité là-dessus. Il y a très peu de proactivité. Je crois qu'il y en a eu un petit peu ce dernier mois parce qu'on a eu une baisse au niveau des sponsoring en fin d'année. Donc du coup, on a fait un tout petit peu de prospection, ce qui a permis de continuer à avoir un certain nombre d'annonceurs jusqu'à la fin de l'année. Mais au final, ce qu'on fait, c'est qu'on veut avoir le moins d'annonceurs possible, surtout sur les Glorieuses. Et puis de toute façon, vu que c'est une newsletter qui est très engagée, très politique, très féministe, très à gauche, il y a peu de marques qui viennent ça réduit un peu le scope quelque part des mais par contre, ça permet c'est un peu la newsletter vitrine. Et puis après, on a effectivement des sponsors qui nous accompagnent sur les verticales. Donc, on a des sponsors sur plusieurs années pour la newsletter économie, par exemple, donc qui est sponsorisée par la branche RH de L'Oréal Group pendant 2 ans, même plus, c'est la 3e année là. Impact, c'est financé par un fonds international d'aide au développement de nouveaux médias, et les petits GLO sont essentiellement financés par différentes maisons d'édition. Et donc, effectivement, sur les Glorieuses, on a de temps en temps des sponsors, mais pas tout le temps. Mais ce qui est intéressant pour la stratégie de contenu, c'est que effectivement, les sponsors n'influent absolument pas sur le contenu, et c'est vraiment une promesse éditoriale pour les Glorieuses, pour Économie, pour Impact. La seule newsletter dans laquelle ça influe effectivement un petit peu, c'est pour les petites GLO. Et donc, de temps en temps, on a une newsletter qui va être sponsorisée par une maison d'édition. Et en fait, notre travail, le travail de la rédactrice, Chloé Thibault, ça va être de construire une newsletter autour de la thématique abordée par le livre. Mais pas forcément d'inciter les gens à acheter le livre, ni de faire une critique du livre, juste d'imaginer une histoire autour du livre. Et là, effectivement, il y a quelque chose, en tout cas, ça fonctionne d'un point de vue éditorial pour nous, en termes de partenariat avec la maison d'édition. Ouais, ça rejoint ce que tu disais, Ézéchiel, quoi. C'est vraiment un travail avec l'annonceur sur quelque chose qui a du sens aussi pour vos lecteurs. Anne-Flore, chez vous, donc My Little Paris, donc vous avez plus de newsletters, plus de volume, peut-être moins niche sur le positionnement éditorial, ce qui laisse un horizon d'annonceurs plus large. Comment se passe le choix des annonceurs par rapport à votre ligne éditoriale? Et on sent en filigrane aussi le sujet du brain content ou du journalisme, du contenu, etc. Comment vous avez réglé ça? Comment vous positionnez chez My Little Paris? Donc, nous, ce qui est important de savoir, c'est que les équipes qui travaillent pour le contenu qui est dédié aux annonceurs, c'est les mêmes équipes qui travaillent pour les contenus éditoriaux. Donc, c'est fait par les mêmes personnes, parce que le point de départ, c'est que le contenu, même quand il est brandé et quand il est fait en partenariat avec les annonceurs, nous on appelle ça les newsletters partenaires chez nous, il doit quand même correspondre à la promesse éditoriale de la news de départ, que ce soit My Little Paris, My Little Kids, My Little Travel, enfin on a beaucoup de déclinaisons verticales. Et donc, il doit y avoir ce que nous on appelle, et qui est clé chez nous, un bénéfice lecteur. En fait, les gens s'abonnent à une newsletter parce qu'on leur a fait une promesse, et c'est cette promesse qu'ils viennent chercher chaque fois dans leur boîte mail, dont ils nous ont donné les clés, en fait. Enfin, c'est quand même très, très précieux d'arriver dans le sanctuaire de la boîte mail. Quelqu'un qui laisse son mail, c'est très fort. Donc ça, il faut qu'on le respecte. Et ce qui fait que quand on travaille avec les annonceurs, on doit aussi respecter ce bénéfice lecteur. Donc en fait, voilà, un lancement d'un rouge à lèvres dans l'absolu, ça n'intéresserait pas forcément une abonnée à My Little Paris. En revanche, si ce lancement
se traduit par une opération particulière dans un jardin fleuri, etc. Il y a une adresse derrière, il y a quelque chose d'activable qu'on peut faire et qu'on peut aller sur place. Là, je réponds à déjà le besoin de l'annonceur, mais surtout celui de mon lecteur qui est primordial. Parce que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ce que les annonceurs viennent chercher dans une newsletter, c'est l'engagement de la communauté. Cet engagement de la communauté, il dépend, et notre pouvoir de prescription, tout simplement, il dépend de... est-ce qu'on va être fidèle à notre promesse initiale? Est-ce qu'on va être cohérent? Et si on trahit ça, ça ne marchera plus après. On pourrait avoir fait une ou deux newsletters avec des annonceurs, mais après, c'est fini. Donc, c'est ça qui est vraiment clé chez nous. Pour nous, idéalement, évidemment, on le mentionne parce que c'est normal et il faut dire quand c'est un contenu qui est sponsorisé. Donc voilà, c'est écrit email partenaire, dès le titre, on ouvre et on voit. Vous jouez pas sur la confusion? Pas du tout. En revanche, j'ai les mêmes taux de clic, les mêmes taux d'ouverture, les mêmes taux d'ouvreurs. Enfin, il faut que ce soit aussi bien pour l'édito que pour le partenariat. C'est la même chose parce qu'on respecte les mêmes engagements vis-à-vis de nos lecteurs. Et justement, est-ce qu'avec ces marques avec lesquelles vous travaillez, vous signez une charte ou est-ce que c'est juste dans la discussion? Quand elles viennent bosser avec nous, elles savent pourquoi elles viennent. Donc après, c'était très très dur au début, nous, en fait, les marques n'étaient pas forcément habituées à s'intégrer à l'univers d'un média et non pas l'inverse. C'est-à-dire que nous, on n'a jamais transformé une newsletter aux couleurs de telle ou telle marque. On ne met jamais le logo d'une marque qui sponsorise sur une de nos newsletters. C'est vraiment elles qui viennent dans l'univers de nos newsletters, mais c'est parce que c'est ça qu'elles viennent aussi, c'est la conversation. Elles viennent chercher cette conversation qu'on a engagée avec nos lecteurs. Donc, si elles sont OK pour travailler avec nous, elles sont OK pour ça par définition. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus répandu. À l'époque, c'était vraiment fallait travailler avec son bateau de pèlerin pour convaincre les marques. Mais j'imagine. Ouais. Pareil, Rebecca, chez Gloria Media, par rapport aux annonceurs. Alors, vous étiez sur un sujet encore plus niche, quelque part, en tout cas, militant, féministe, par rapport aux marques, cette charte éditoriale, c'est toi qui fixes les règles, vous qui fixez les règles. Les marques l'entendent bien, elles vous font confiance, elles vous donnent les clés un peu de leur contenu, de la marque? Alors, il n'y a pas de charte, mais en lisant tes questions, je me disais que ce serait une très très bonne idée de faire une charte, effectivement. Ça annonce la couleur quelque part. Ouais, carrément. Et en fait, effectivement, le fait de sponsoriser en une newsletter qui est engagée et féministe, c'est un engagement de la part de la marque. Et pour nous, là où c'est compliqué, surtout aujourd'hui, c'est qu'on peut faire face au feminist washing. Donc il va y avoir des marques qui vont, par exemple, ne pas respecter l'égalité salariale au sein de leur entreprise, ou alors qui vont faire du marketing anti-féministe ou du marketing sexiste ou ce type de choses, et donc du coup pour se racheter une bonne conscience vont tenter de... Un petit sponsoring de la newsletter des Glorieuses, on atteint la communauté et on est pardonné, quoi. Et donc, mais bon, ça se sait en fait, ça se voit à 3 km en plus, c'est gênant de leur part, quoi. Ouais. Et donc effectivement là je refuse. Mais vous avez eu des ratés là-dessus? Alors on n'a pas eu de ratés, par contre on a eu des ratés de sponsoring, ouais. Ça c'est en fait un des premiers sponsoring, c'est le premier d'ailleurs sponsoring qu'on a fait, parce que moi aussi j'ai galéré pendant très longtemps avant de se faire sponsoriser une newsletter. Le premier sponsoring, donc je vais pas dire la marque, mais donc c'était du parfum, qui faisait toute une campagne avec une actrice engagée qui avait des propos féministes. Franchement c'était ok, c'était pas génial, mais ça passait, quoi. Et donc la marque a sponsorisé, j'essaie de faire gaffe à ne pas dire la marque parce que je qu'on reconnaisse le produit. Et donc elle a accepté de sponsoriser 4 ou 5 newsletters d'affilée. Donc pour moi ça représentait une somme hallucinante, ça permettait de continuer encore 6 mois, c'était vraiment incroyable. Et en fait direct j'ai eu des retours de ma communauté en disant mais en fait c'est trop gênant, quoi, d'avoir un parfum qui sponsorise un contenu féministe, juste c'est pas possible. Et j'ai reçu des centaines d'emails. C'est ça qui est trop bien avec cette communauté, c'est que c'est une communauté qui est très engagée. Donc quand elle adore, elle va le dire, mais quand elle déteste, elle va le dire aussi, quoi. Ça, on va revenir sur la communauté. Ézéchiel, toi, donc là pour le moment, tu as un sponsor un peu historique, Ruinart. Donc justement, c'est un sujet, c'est sur l'alcool. Est-ce que pour toi, c'est un problème? Est-ce que tu pourrais aller voir d'autres marques? Tu te fixes des limites par rapport à ça? Comment tu peux accompagner cette marque? Du coup, il y a plusieurs choses. Je rebondis juste sur ce que tu disais sur la charte. Ouais. Moi, il n'y en a pas, mais je ne l'ai pas théorisé. Mais je sais ce que je veux faire et ce que je ne veux pas faire. Donc, par exemple, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais
en l'occurrence Ruinart, a pas de droit de regard sur le. C'est une série sur des jeunes chefs créatifs, des chefs de demain, hyper engagés, à qui je pose des questions, c'est plein de petites anecdotes. Et c'est illustré justement, c'était important d'habiller aussi le format. Donc c'est un illustrateur espagnol qui s'appelle Pepe Serra, qui bosse avec le New York Times, qui bosse avec la BBC, parce que ça faisait un peu sympa de dire tout ça. Et voilà, ils n'ont pas de droit de regard sur les chefs que j'interroge. Il n'y a pas de relecture, mais il y a une confiance par contre mutuelle. Et pour le coup, pour répondre à ta dernière question, Ruinart c'est une marque de champagne plutôt quali. Donc je sais que j'ai pas eu de souci de ma communauté, et je vais même un peu plus loin. Quand je fais un partenariat comme ça, j'aime bien même le mettre en premier, parce que je me dis voilà, c'est quelque chose que je veux valoriser. J'ai aucun souci à le mettre en avant, et pas tout en bas du oui, c'est quelque chose que tu assumes, qui est parce que c'est un contenu comme un autre que tu recommandes quelque part. Exactement, qui pourrait se lire même si c'était pas Ruinart ou une marque qui le sponsorisait. Très clair. Avant de parler des communautés, du rôle des communautés, effectivement, qui est important, je reviens sur, alors peut-être plus pour My Little Paris, sur la stratégie de prospection. Comment est-ce qu'on vend un accompagnement comme ça, un sponsoring? Parce que c'est tellement précis, la marque n'a pas le droit de regard. Enfin, elle a un droit de regard. Nous, c'est différent. C'est pas du sponsoring. Nous, on crée du brand content. Donc, on rencontre la marque, on écoute ses enjeux. Peut-être rappeler la différence entre un sponsoring et un brand content. En fait, nous, il n'y a pas, c'est pas la newsletter que vous lisez aujourd'hui est sponsorisée par telle ou telle marque. On a inventé la newsletter dans son intégralité pour une marque et pour qu'elle corresponde à notre promesse éditoriale. Donc, par exemple, avec Ruinart, on avait inventé un restaurant digital. Donc, on dînait et ce qui était projeté sur la table, autour de soi, sur les murs, etc., c'était un film qui racontait l'histoire, mais un film d'animation à la Pixar, qui racontait l'histoire de Ruinart tout en dégustant un dîner accordé. Et ça c'est... Non seulement on a relayé ça en newsletter, mais surtout on l'a inventé, cet événement-là, avec la marque. Donc on a créé le moment, le restaurant, qui nous permettait d'en parler sur My Little Paris et qui permettait de valoriser les assets de Ruinart. Donc nous, c'est pas du tout du sponsoring, chaque newsletter partenaire a été créé, conçu en écoutant le partenaire et en l'intégrant dans notre univers et dans notre promesse. Avec vos codes, votre patte éditoriale. Exactement, avec notre ton, avec notre DA, etc. Et quelle prospection, quelle stratégie de prospection? Alors là, c'est très pragmatique, mais... Oui, c'est comme les régies de tous les médias. On rencontre les agences, les annonceurs en direct, on les écoute. Et nous, on arrive aussi avec, dans notre besace, j'avoue, des projets de rêve, c'est-à-dire des choses qu'on adorerait faire. Et parfois, en fait, en écoutant un annonceur, une marque nous expliquer ses enjeux, ce qu'ils aimeraient faire et tout, on se rend compte que ça matche complètement avec quelque chose que nous, on a envie de faire depuis très très longtemps. Et auquel cas, voilà, enfin, ça se réalise. Typiquement, quand on a lancé Mona, qui est une communauté, pour le coup, qui soutient les projets des femmes. Donc c'est plus les femmes dans le travail ou dans les projets qu'elles ont envie de lancer, etc. Ça a matché avec quelques marques et on a pu le lancer. On a ouvert un coworking féministe gratuit, accessible à toutes les femmes pendant 3 mois. Voilà. Mais ça, on n'aurait pas pu le faire sans les marques qui nous ont accompagnés. Oui. Voilà. Donc on est très loin du sponsoring, effectivement. Là, c'est vraiment de la création quasiment sur mesure, systématiquement, d'événements. Ouais, voilà, exactement. Ok, donc ça dépasse bien le cadre de la newsletter, et on parlera justement de diversification un petit peu, puisque vous en parliez. Sur les communautés, puisque donc quelque part le KPI, ce que vous suivez, c'est le taux d'ouverture. Alors vous en avez probablement d'autres de KPI, mais donc c'est quand même la communauté qui réagit ou qui réagit plus ou moins bien dans le choix de vos sponsors. Quels canaux vous avez pu mettre en place pour suivre ça ou remonter les feedbacks, vérifier que vous êtes toujours en adéquation, que vous n'en faites pas la newsletter de trop, le contenu de trop, sponsorisé, etc. et que vous gardez quelque part un juste équilibre? Oui, nous, les taux d'ouverture, les taux de clics, etc., ils changent suivant les newsletters. Donc, on sait... là, c'est l'avantage d'écrire chaque jour quasiment à des communautés différentes. On prend le pouls quotidiennement de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Bon, après, il faut savoir un peu les bousculer, les surprendre. Il ne faut pas forcément toujours donner ce que les communautés attendent. Donc ça, évidemment, c'est les chiffres qui remontent directement. Après, nous, on fait
assez souvent des études sur nos communautés pour bien les connaître, parce que en fait les gens nous laissent une adresse mail, mais c'est tout, on n'a pas du tout de data ni quoi que ce soit. Donc on envoie des études qui sont là pareil, il faut savoir bien faire une étude pour que les gens aillent jusqu'au bout d'un questionnaire, surtout quand il est en 40 questions. Donc oui, c'est un savoir-faire aussi. C'est aussi un savoir-faire, et c'est là aussi où savoir écrire, avoir un ton éditorial, ça change tout pour collecter des informations sur ces communautés. Comment est-ce qu'on mesure sinon le retour? Après c'est tout bête, mais le courrier des lecteurs, qui est le plus clair, même parfois le courrier tout court. Je sais que sur My Little Wedding, on reçoit de temps en temps, vous savez, la fameuse photo du marié et de la mariée, très beau avant la fête, ouais. Etc. Avec merci beaucoup, vous nous avez inspiré pendant un an, etc. Donc et ça c'est à notre courrier au bureau. Donc mais ça c'est parce que voilà, une newsletter, c'est quand même un moyen très très puissant d'engager de manière personnelle quelqu'un qui nous a choisi en fait, contrairement, qui a décidé qu'ils allaient s'abonner. Nous, on n'a jamais acheté de base, on n'a que fonctionné par bouche à oreille. C'est un vrai acte d'opt-in. Voilà. Même si et donc cette proximité-là, c'est pas du tout comme quand on est en train de scroller sur Instagram en subissant ce que l'algorithme nous envoie. En fait, c'est vraiment différent. Là, on a choisi de lire cette newsletter à chaque fois qu'on ouvre son mail. Donc les gens vous parlent plus facilement, vous envoient des mails plus facilement. Il y a une proximité qui n'existe pas, je trouve, avec d'autres types de médias. C'est clair. Rebecca, pareil, la communauté, comment vous interagissez avec elle? Quel poids elle peut avoir? Tu en parlais rapidement, où tu as reçu des mauvais feedbacks. Est-ce que vous êtes à l'écoute vraiment de ces retours par rapport aux annonceurs? Est-ce que ça peut aussi avoir un choix sur ces annonceurs? Oui, absolument. En fait, sans le lectorat, on n'est rien, en fait. On a juste un email, quoi. Ouais. Donc, heureusement, on les écoute. Après, nous, on fait vraiment du sponsoring pur. On fait pas de brand content. Et pourquoi alors justement? Parce que vous pourriez aussi, à partir du moment où vous l'annoncez, que vous avez un savoir-faire, qu'une marque vient vous voir, vous pourriez aussi faire du brand content. Est-ce que c'est un choix business, édito ou de temps peut-être? Ouais, de temps, non? Tout simplement. Moi, j'ai pas le temps. Moi, je fais ma petite newsletter dans mon coin et l'objectif, c'est qu'elle soit financée, quoi. Après, ouais. J'ai pas forcément le temps pour accompagner et présenter des marques au sein de la communauté. Et puis, de toute façon, je pense que c'est pas ça qu'elle recherche, quoi. Je crois pas. Et c'est peut-être pour ça que Ruinart n'est pas mon sponsor, contrairement à tout le monde autour de cette table, apparemment. Peut-être. Mais je vais leur demander. C'est vrai que 2 sur 3, il manque. C'est un peu gênant. Et Ezekiel, justement, sur Ruinart, sur cet exemple, par rapport à ta communauté, tu as eu des bons retours, tu es un peu à l'écoute de ce qui se fait, il te suggère d'autres idées de sponsors. Comment est-ce que tu mesures quelque part l'efficacité de ce dispositif? Taux d'ouverture hyper important. Ça dépend des newsletters, mais alors c'est hebdo, donc du coup pas tout le monde ouvre toutes les news, mais c'est donc entre 65 et 75. Si ça descend beaucoup, je me pose des questions. Si ça monte beaucoup, je me pose aussi des questions. Et je fais attention aussi au nombre d'ouvertures. Souvent c'est que les gens reviennent aussi. Comme c'est des newsletters assez longues, vraiment, on peut passer une bonne demi-heure, parfois 3/4 d'heure sur la newsletter. Donc les gens aiment bien revenir. C'est long, ça peut être 3/4 d'heure de lecture. Ouais, il y a eu des portraits le portrait du monsieur qui a cofondé le groupe Pierre Hermé, qui est totalement dans l'ombre, mais qui est un génie de la publicité. Je crois que le papier faisait 25 000 signes. Donc ouais, c'est long. Moi, l'avantage que j'ai peut-être par rapport à My Little Paris, c'est que c'est encore artisanal. Très artisanal, c'est-à-dire que alors je connais pas tout le monde, je connais pas les 5200. Je connais mieux les 700 abonnés payants, par contre. Et de temps en temps, j'aime bien les qualifier parce que souvent, c'est des adresses mail professionnelles. J'en connais pas mal aussi, donc voilà. Oui, tu peux encore regarder tes abonnés et comprendre par les noms de domaine qui ils sont et avoir un peu une idée de qui sont tes lecteurs et abonnés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, de plus en plus, alors c'est pas la majorité, mais il y a énormément d'infos aujourd'hui que j'écris, que je reprends. Je me rends compte que les sources en fait des infos, c'est souvent les lecteurs aujourd'hui, parce qu'ils travaillent dans ce milieu, donc ils m'abreuvent aussi de leur savoir, de ce qu'ils ont vu, entendu en France, à l'étranger. Il y a pas longtemps, j'ai lancé souvent on me demandait, t'as pas un petit resto le midi à moins de 15 €, ça revenait souvent, la petite cantine. Vous pouvez les envoyer chez My Little Paris. Il peut y avoir des bons plans. Et du coup, j'aurais demandé en fait leur avis, et aujourd'hui, il y a une carte qui a été créée, Google Maps, très simple, il y a quelques mois.
avec aujourd'hui plus de 100 adresses, beaucoup à Paris et un peu dans les grandes villes. Et il y a près de 50 000 vues, donc ouais, non, c'est Et hyper... la carte, c'est ta communauté qui l'a constituée ? C'est uniquement la communauté qui m'a donné les adresses que j'ai épinglées sur la carte. Encore une fois, la communauté, ce qui est intéressant, c'est que évidemment cette table ronde elle est sur le modèle publicitaire, mais en vous écoutant, on sent quand même que une fois qu'on a constitué, les gens viennent pour le contenu, restent pour la communauté, et c'est ce qui permet peut-être aussi donc de développer d'autres modèles économiques, même si ce n'était pas le sujet de cette table ronde. Je trouve assez intéressant d'en parler. Qu'est-ce que vous faites à côté ? Rebecca, tu as commencé à dire qu'en fait le revenu publicitaire ne pèse plus que 60%. Oui, c'est beaucoup quand même. C'est enfin, beaucoup. Rester, quoi. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où on connaît ses lecteurs, on peut faire d'autres choses ou vendre ce savoir-faire pour créer du contenu, du brand content comme chez My Little Paris. Qu'est-ce que vous faites autour de la diversification chez My Little Paris ? Alors, moi, je crois que je fais aussi, comme Rebecca, du contenu en marque blanche, c'est-à-dire qu'on accompagne des marques à faire, par exemple, leur CRM, PRM, enfin voilà, autour de la newsletter, hein, si on reste sur ça, parce qu'on peut faire d'autres choses en marque blanche pour les marques, mais voilà. Et sinon, nous, on a un autre modèle de monétisation qui n'est pas forcément évoqué aujourd'hui dans le festival de la newsletter qu'on a mis en place, parce que c'est un peu un next step. Mais en fait, monétiser une communauté en faisant de la pub, donc c'est un super moyen de faire vivre un média, et si on le fait bien, de le faire vivre très longtemps. Donc ça, c'est chouette. Mais ce que je pense aussi, c'est qu'une newsletter, c'est un super levier business pour le média lui-même. Et nous, on se sert vraiment de nos communautés pour tester des idées qu'on a, d'autres business que juste de la pub, en fait. Et c'est comme ça qu'on a diversifié nos revenus il y a très longtemps déjà, hein, depuis 2011, en lançant, par exemple, des box par abonnement. Donc, c'est My Little Box, Gambet Box, on en a plusieurs dans plusieurs pays. Et en fait, ce qui est pratique quand on a une communauté qui est fidèle, transparente, qu'on sait lire, en fait, c'est qu'on sait tout de suite si on va se planter ou pas avec une idée. Donc, c'est le meilleur business plan hyper immédiat. Donc, par exemple... concrètement, vous avez une idée d'une nouvelle box par exemple, si on avait une idée de nouvelle box, on parle du concept dans la news, on crée juste une page d'atterrissage qui dit, voilà, si vous voulez être informé en avant-première du lancement probable de cette nouvelle box, laissez votre mail ici. Et en fonction du nombre de mails qu'on reçoit et si cette news a été beaucoup transmise, on sait s'il y a oui ou non une appétence sur ce sujet. Et en fait, moi, ce que j'adore chez My Little et pourquoi j'y suis encore 13 ans plus tard, c'est que dès qu'on a une idée, on peut la tester et potentiellement la lancer avec ces communautés médias qui sont ultra puissantes et qui nous permettent de lancer non seulement les business de nos marques partenaires, évidemment, on va pouvoir faire du drive to store pour telle ou telle marque, pouvoir lancer un nouveau produit avec telle ou telle marque, mais on peut le faire aussi pour nos propres marques dont on aurait eu l'idée. Donc, le dernier business qu'on a lancé comme ça, c'est une école de créativité en ligne qui s'appelle Traverse et qu'on a lancé en septembre de l'année dernière. Et où on peut prendre des cours en ligne, mais en live, et ça c'est important, un peu comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, potentiellement, les gens peuvent poser des questions au professeur qui est là. Et c'est une école de créativité, c'est quelque chose qu'on avait envie de faire depuis assez longtemps, la formation, et on a enfin trouvé le moyen de le faire au moment du confinement. Ça, on a d'abord lancé en juin, une newsletter qui disait « Laissez-nous votre mail si vous voulez savoir ». On a senti qu'il y avait quelque chose et on a lancé définitivement en septembre. Donc en fait, c'est un vrai levier business aussi, une newsletter, pas simplement pour d'autres marques au service desquelles on se met, et vous le savez aussi, mais pour soi-même en fait, pour lancer d'autres projets qu'on aurait envie de réaliser. Rebecca, toi, donc les 60%, on l'a dit, donc des annonceurs, 40% du contenu en marque blanche, la boutique aussi. En fait, c'est ça. Est-ce que tu as deux chemins à partir du moment où on commence à avoir une communauté, c'est passer en payant comme Ezekiel, ou derrière trouver d'autres manières de monétiser. Donc vous avez choisi plutôt de vous appuyer sur la communauté avec la création d'un club. Est-ce que tu veux raconter rapidement comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'on a comme avantage aussi ? Puisqu'on a quand même le contenu qui reste gratuit sur la newsletter, qu'est-ce qu'on a comme avantage à payer pour adhérer au club ? Alors le club, c'est un projet que j'ai lancé il y a 3 ans, même 3 ans et demi, qui avait pour objectif de réunir dans la vraie vie le lectorat de la newsletter des Glorieuses. Et au début d'ailleurs, c'était pas payant, je faisais juste des événements et puis j'invitais les gens,
Franchement, j'ai clairement pas fait ça pour la dîner chez toi. Dîner chez moi. Mais vraiment, c'était juste pour rencontrer en fait ces personnes qui me lisaient toutes les semaines. Et au bout d'un moment, c'est devenu un modèle. Et il me semble que j'avais vu une newsletter aux États-Unis le faire. C'est The Scheme. Qui avait lancé son club, et du coup je me suis dit en fait peut-être que je pourrais monétiser moi aussi cet aspect-là, et hyper rapidement en fait ça a connu un écho très positif. Donc en fait il y a 2 formats, 2 abonnements, ça coûte soit 89 € par an, soit 129 € par an, et la différence entre les deux c'est que pour 129 € par an on reçoit en plus une box avec des carnets, avec des t-shirts, avec des livres, enfin avec plein de trucs dedans. Mais par contre, c'est les mêmes avantages pour tout le monde. Donc, on a accès à tous les événements qu'on organise. Donc, c'est un événement une fois par mois qui est dans un lieu différent à chaque fois. Donc là, pendant la pandémie, c'était en ligne. D'ailleurs, ça nous a permis de recruter des personnes en dehors de Paris, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Quand on est membre du club, on a aussi accès à un club LinkedIn pour que les membres du club puissent faire du business entre elles et parler de leurs projets, de leur financement, d'aide, etc. Et donc il y a vachement de demandes de mentorat ou de demandes d'aide ou de présentation de projets, donc c'est trop bien, je suis très contente de ça. Et par ailleurs, on a lancé aussi un programme qui s'appelle Les 100 Glorieuses qui permet à des personnes qui veulent faire partie du club mais qui n'en ont pas forcément les moyens de pouvoir rentrer gratuitement. Et donc ça, c'est financé par une fondation externe. Pour quand même garder, parce qu'en fait, c'est quand même un projet média très engagé et qui a vocation à s'adresser à un maximum de personnes. Donc je voulais surtout pas qu'il y ait un sentiment élitiste ou un sentiment de moi je peux pas venir. Et d'ailleurs, plein de fois, il y a des gens qui m'envoient un mail en disant j'ai envie de venir à l'événement mais je peux pas me le permettre, et voilà, forcément je lui dis de venir, je peux lui dire non, ça n'a pas de sens en fait avec le projet politique derrière. Et le contenu qui restera toujours gratuit. Oui, absolument. Pour les Glorieuses, ça va toujours rester gratuit, pour les petites Glo aussi, pour Économie aussi. Pour Impact, je me pose la question. En vrai, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est une nouvelle newsletter qu'on a lancée en janvier, qui est la newsletter des mobilisations féministes dans le monde. Donc en fait, c'est une newsletter qui est pour l'instant gratuite, qui existe en français et en anglais. Et les gens qui s'inscrivent, c'est surtout des organisations internationales, des institutionnels, publics et privés, des entreprises qui veulent s'intéresser à qu'est-ce qui se passe en termes de politique publique et de droits des femmes dans le monde. Et en fait, ça s'adresse à un public qui a de l'argent, parce que ce sont des institutions. Et en fait, ce que je me disais, c'est qu'une manière de le laisser gratuit pour tout le monde, c'est de faire en sorte de mettre en place un abonnement professionnel payant sur des thématiques très précises liées aux femmes, et donc de développer cette expertise uniquement pour ces organisations. En fait, c'est le modèle de Politico qui est financé comme ça. C'est effectivement intéressant. Merci Rebecca. Et toi Ezekiel, donc tu as choisi le chemin du payant en gardant le gratuit. Comment est-ce que tu vois peut-être une diversification possible par rapport à ta communauté ? Est-ce que tu sens qu'il y a une espèce d'appétence de ta communauté et que tu pourrais aller plus loin encore sur le modèle ? Tu es tout seul aujourd'hui, tu le disais, c'est encore artisanal. Comment est-ce que tu vois un peu l'évolution de Pomelo ? Alors, juste avant de revenir sur l'évolution, en fait, pourquoi le payant ? Moi j'ai demandé à ma communauté, est-ce que vous serez prêts à... parce que j'étais pas sûr, j'avais peur de... T'as commencé en gratuit, effectivement. J'ai commencé en gratuit, et c'est après 1 an où je me suis dit, ce serait bien de gagner de l'argent quand même avec. Et j'aurais demandé, et j'étais hyper surpris par les retours. Il y a eu plus de 200 retours. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens voulaient juste payer en fait, pour que ça continue. Et que si c'était payant, ils étaient prêts juste à payer sans forcément de... c'est vrai que c'est intéressant la question de club. Moi, je me suis posé la question d'un club. Il y a des petits trucs qui sont faits de temps en temps. J'avais fait venir de Londres pour les abonnés payants des petites spécialités sucrées faites par un restaurant étoilé que pour les clients du restaurant étoilé. Et là, il les a fait venir en exclusivité pour Pomelo. Donc, les lecteurs venaient les chercher en bas de chez moi à Noël. Mais je me rends compte qu'en fait, moi, je veux toujours offrir plus, ce qui est génial pour le lecteur, mais qu'en fait... ils sont super contents. En plus, c'est pas super cher, c'est 60 € l'année. Il y a beaucoup. Alors, c'est pas très cher effectivement pour du contenu, pour mais des professionnels. Oui, pour des professionnels. Oui. Est-ce que tu t'es fait le calcul à un moment de dire je laisse en gratuit, donc je vais toucher peut-être 10, 20 fois plus de personnes et aller chercher 2-3 ruinards par exemple. Comment est-ce que tu as fait le calcul qui t'a dit tiens non, j'en aurai moins, je vais faire du payant et quelques opérations de sponsoring par ailleurs. Tu as fait ces calculs ?
Pas tellement. Pas tellement. Non, pas tellement. En fait, donc, sur une heure, par exemple, la série de 4 épisodes, c'est autour de 6 000 €. Donc 4 épisodes par an. Et en fait, non, je me suis pas posé la question parce que ça allait très vite, les abonnements payants, ça allait super vite, donc ça a été assez naturel, sachant qu'en fait, les abonnés payants reçoivent 100% du contenu de Pomelo le dimanche soir, et que les autres qui sont abonnés gratuits le reçoivent 2 jours après, sauf qu'ils ont 60-70% du contenu. Donc il y a quand même une communauté gratuite qui existe. D'accord. Qui te sert quand même aussi de canal d'acquisition. Exactement. pour les abonnés payants. Ok. On arrive au bout de cette table ronde. Peut-être un mot de conclusion sur l'avenir des newsletters gratuites. Donc là, on était vraiment sur ce modèle publicitaire au sens large. Comment est-ce que vous voyez le modèle dans 3 à 5 ans peut-être? Anne-Fleur, chez My Little Paris, vous, le gratuit, ça reste quelque chose qui est fondamental chez vous. Hein. Oui, chez nous, tout est gratuit. C'est dans votre ADN. Alors, on va quand même tester quelque chose avec une newsletter payante sur un sujet green, pour lequel on veut évidemment pas de greenwashing ni quoi que ce soit. Enfin, on veut vraiment être très indépendant. Enfin, de la même manière que c'est compliqué parfois quand on a un média très très engagé de travailler avec certaines marques. Parce qu'en fait, la question qui se pose aussi, ça demande beaucoup d'énergie d'aller chercher des partenariats publicitaires. C'est pas si simple, aussi engagé que soit sa communauté. Et donc moi, je comprends qu'on puisse faire le choix du payant au lancement, parce que nous, on est 130 chez My Little, j'ai 5 millions d'abonnés. Enfin voilà, c'est plus facile d'aller chercher des partenariats et de faire vivre toute une équipe. Mais au lancement, je trouve que ça a du sens aussi d'aller travailler avec sa communauté. Et je trouve ça génial d'ailleurs, l'évolution de toutes les newsletters payantes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va peut-être essayer de tester nous sur un de nos médias qui est pas encore, qui est lancé en podcast, mais voilà. Sinon, on va continuer sur la newsletter gratuite. Ce que je trouve génial, c'était la newsletter avait l'air un peu dépassée toutes ces dernières années. C'était le règne des Instagrammeuses, des influenceuses, etc. En tout cas, nous, on l'a bien senti passer. Je pense que ce qui s'est passé avec le confinement des dernières fois, tous les médias ont gagné des points d'audience, et les médias qui sont passés par les newsletters et donc dans la boîte mail des gens, encore plus. Et donc place privilégiée quelque part, ouais, par le ton incarné. Et donc là, il y a cette un peu période conjoncturelle, mais moi, ce que je crois surtout, c'est que, encore une fois, par rapport aux réseaux sociaux, on est soumis au choix de l'algorithme. La newsletter, c'est un média choisi par les gens, un média qu'ils peuvent lire quand ils veulent. Enfin, c'est pas, ça leur tombe dessus, etc. Donc asynchrone, et ça, c'est précieux aussi. Le temps d'attention est beaucoup plus riche. Et donc finalement, ça permet des newsletters plus indépendantes, plus engagées, avec des voix différentes et qu'on peut vraiment entendre. Donc il y a une vraie puissance de ce média. Donc, il est promis un bel avenir et notamment probablement une édition hybride, 2 du festival de la newsletter. Exactement, merci Anne-Fleur. Et ça permet d'ajouter, pour compléter ce que tu dis, c'est que c'est un des seuls médias qui est complètement indépendant des algorithmes. Vraiment complètement indépendant des algorithmes et avec un coût d'entrée qui est minime, assez bas. Oui. En fait, ça coûte pas grand-chose dans les newsletters. Des plateformes, donc il y a très peu de médias qu'on peut lancer comme ça. Faire une vidéo, ça coûte cher. Faire un site, ça peut aussi coûter cher. Donc ce coût d'entrée étant suffisamment bas, je trouve que ça permet aussi de l'indépendance et l'émergence de plein de nouveaux médias. Et ça, je trouve ça génial. Top. Rebecca, donc toi, pareil, un peu comme Anne-Fleur. Restez gratuit, mais vous, comme tu le disais, vous interdisez pas de tester sur des newsletters payantes, peut-être un modèle hybride aussi selon le contenu. Oui, absolument. Je pense que après, on n'est pas 130, donc il y a moins besoin de faire de chiffre d'affaires. Mais je pense que de toute manière, ce qui rend un modèle économique sain, c'est d'avoir plusieurs entrées d'argent. Et donc effectivement, d'avoir un peu de sponsoring, mais d'avoir aussi un modèle économique propre et avec du coup une croissance interne qui grandit finalement sans faire grand-chose. Parce que finalement, le club, on fait de la publicité dans notre newsletter et c'est des personnes qui sont déjà... C'est très vertueux, comme Anne-Fleur disait qu'elle testait des idées c'est de sain business. comme modèle économique. Et après, je suis aussi toujours alerte sur les nouveaux modèles qui sont en train de se développer. Donc là, par exemple, il y a Axios aux États-Unis qui vient de faire une levée de fonds de centaines de millions d'euros pour développer un moyen pour que chaque personne développe sa propre newsletter, qui est le même modèle que Substack, finalement. Et en fait, je pense que c'est marrant parce que j'ai
échangé avec la personne qui est en charge des partenariats chez Substack et elle disait que Substack c'était le salon des refusés. Je trouvais ça assez chic aux États-Unis, je trouvais ça marrant. Et en fait, je pense que effectivement, les gens sont de plus en plus avides de réflexion, de contenu qui soit plus long qu'un post, qu'un tweet, qu'un post Facebook. Et effectivement, pour ça, la newsletter, c'est parfait comme format. Ça reste le bon et par format. ailleurs, effectivement, ça te demande une démarche qui est le fait de proposer aux gens de s'abonner. Et une fois que les gens sont abonnés, en fait, il suffit de vivre et de répondre à cette promesse-là, mais on n'est plus dépendant de quoi que ce soit. Donc nous, on a très peu de coûts, par exemple, sur les réseaux sociaux. Et quand Facebook ne fonctionnait pas ou Instagram ne fonctionnait pas la semaine dernière, on s'en foutait, mais complètement, quoi. Ça n'a pas eu Contrairement à d'impact. d'autres personnes. C'est clair. J'imagine, Ezekiel, c'est toi qui auras l'honneur du mot de la fin. Ce modèle hybride, gratuit, payant, c'est ce que tu fais. La longueur du contenu, c'est ce que tu fais. Comment tu vois l'évolution un peu de Pomelo dans quelques années, des recrutements, plus d'annonceurs, plus d'abonnés, de l'investissement? Si je peux juste te répondre sur l'avenir des Bien newsletters sûr. pour élargir En un petit prenant peu. de hauteur. Ouais, moi je crois je pense qu'on va avoir encore énormément de croissance sur les newsletters. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Quand je vois beaucoup ce qui se fait aux US sur la food, on voit que les newsletters qui se créent aujourd'hui, elles sont super fines. Il y a des newsletters aujourd'hui dédiés aux livres culinaires. Il y en a dédiés sur la cuisine végane. Il y a des newsletters qui sont hyper incarnés avec juste une journaliste ou un auteur qui va raconter sa vie quotidienne. Je pense qu'en France, on n'est pas encore là-dedans et qu'on va aller vraiment vers une granularité, en fait, un peu de l'offre éditoriale. Ouais. Donc peut-être d'autres newsletters, toi, à se lancer, il reste de la place. Moi, je rêve, pas tout de suite, mais je suis quand même attaché au papier. Je rêve un jour de faire un hors-série, parce que je fais toutes les semaines, il y a des illustrations dans Pomelo. Donc j'aimerais bien un jour pouvoir les toucher sur du vrai papier. Ouais. Voilà, la boucle est bouclée. La newsletter gratuite qui débouche sur le livre papier. C'est chouette. Merci à tous les trois pour votre intervention. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette table ronde sur le modèle publicitaire. Il y aura une autre table ronde sur le modèle payant. Là, on parlera vraiment d'abonnés, d'acquisition qu'on a un peu esquissé aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Bon après-midi. Merci à vous. Beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode enregistré, je le rappelle, au Festival de la Newsletter organisé par My Little Paris à l'occasion de Média en scène. Je vous invite fortement à retrouver en replay les différentes tables rondes qui ont eu lieu pendant l'événement directement sur leur site internet Média en scène, média au singulier, en scène.com. Merci à eux pour toute cette organisation et surtout pour leur confiance. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Et à la semaine prochaine pour découvrir la seconde table ronde dont je vous parlais autour du modèle par abonnement. À bientôt.